Antoine Vidal, directeur des opérations par intérim, opérations de transition, Orion Global. J'ai poussé cette simple carte de visite sur la surface polie de la table de la salle de conférence, un dernier coup silencieux dans une partie à haut risque que j'avais été forcé de jouer pendant des mois. Le visage du gamin, il y a quelques instants encore rouge de triomphe, s'est vidé de toute couleur, devenant aussi blanc qu'une feuille de papier vierge. 20 minutes plus tôt, Charles-Édouard de Sinclair m'avait publiquement renvoyé devant toute l'équipe de direction de notre société acquéreuse. Maintenant, il dévisageait mon nouveau titre comme si je venais de lui annoncer que la gravité était une opinion personnelle à laquelle il n'avait pas droit. Mais laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous expliquer comment un vétéran de la marine de 52 ans a fini par enseigner à un gamin né avec une cuillère en argent dans la bouche les réalités brutales de la guerre d'entreprise. Je m'appelle Antoine Vidal. La plupart des gens m'appellent Antoine. C'est un surnom que j'ai hérité de la réserve opérationnelle de la marine, il y a une éternité, à l'époque où j'étais assez naïf pour croire que la diligence et l'intégrité étaient les principales monnaies d'échange dans le monde des affaires. Il s'avère qu'elles le sont, mais pas de la manière dont les affiches de motivation vous le disent. J'ai été l'épine dorsale opérationnelle d'innovations essentielles pendant 15 ans. Je suis arrivé en tant que responsable des opérations lorsque nous étions une petite équipe de 30 personnes entassées dans un bureau loué au-dessus d'une laverie automatique. J'ai personnellement conçu chaque système qui a fait de notre entreprise une cible d'acquisition alléchante à 750 millions d'euros pour Orion Global. Chaque accord avec les fournisseurs, chaque cadre de conformité, chaque protocole d'urgence qui nous a sauvé la peau lorsque le monde a déraillé, j'étais la fondation. Puis, notre fondateur et PDG a décidé de raccrocher les gants. Pas de grande tournée d'adieu, pas de plan de succession soigneusement géré. Juste un bref email sentimental un vendredi après-midi et un bureau d'angle caverneusement vide le lundi matin. C'est là que Charles-Édouard de Sinclair est entré en scène. Le gamin avait 26 ans, le neveu de l'ancien PDG. Laissez-moi vous le redire, il avait un MBA fraîchement imprimé d'une grande école de commerce, plus réputée pour son club d'aviron que pour son excellence académique, et précisément 0 jour d'expérience dans un rôle qui n'impliquait pas d'aller chercher le café. La toute première chose qu'il a faite a été de se procurer un badge d'identification plastifié et brillant et de s'approprier dans la cuisine un mug sur lequel on pouvait lire « Le patron le plus passable du monde ». J'aurais dû voir les signes avant-coureurs à ce moment-là. La traversée s'annonçait houleuse. Charles-Édouard, ou Charlie comme il insistait pour qu'on l'appelle, a convoqué une réunion générale dès son premier jour. Il est entré d'un pas nonchalant, vêtu d'un blazer qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Et a commencé avec cette perle absolue, nous allons synergiser nos compétences clés et disrupter les paradigmes existants. Les amis, j'ai balayé la salle du regard. Notre directrice financière, une femme brillante de 45 ans, finançait les études supérieures de ses 2 enfants. Notre directeur de la logistique gérait des chaînes d'approvisionnement mondiales avant même que Charlie n'ait son permis de conduire. Ce n'étaient pas des gens qui avaient besoin de voir leur paradigme disrupté. Ils avaient besoin d'un leadership compétent et d'une main ferme sur la barre. Mais Charlie, bien sûr, avait d'autres plans. Voyez-vous, il y a un univers de différence entre jouer au leader et diriger réellement. J'ai appris ça dans la marine. Le vrai leadership ne réside pas dans les grands discours. Il est enfoui dans les détails ingrats que personne d'autre ne veut toucher. Il se trouve dans les petits caractères des contrats avec les fournisseurs qui garantissent que vos matériaux arrivent à temps. Il est dans les rapports de conformité abrutissants qui empêchent les régulateurs de l'État de mettre la clé sous la porte. Il est dans les systèmes de secours redondants qui maintiennent les lumières allumées lorsqu'un serveur tombe inévitablement en panne à 3 heures du matin. L'idée que Charlie se faisait du leadership était un jeu de diapositives PowerPoint attrayantes et un vocabulaire rempli des derniers mots à la mode. En une semaine, les fissures ont commencé à apparaître. 3 de mes collègues chefs de département appelaient mon portable personnel, pas celui de Charlie. Notre équipe juridique était bloquée sur notre plus gros contrat client parce que Charlie prétendait avoir l'autorité de signature ultime, qu'il croyait apparemment être un état d'esprit et non une autorisation spécifique et hiérarchisée au sein de notre système numérique sécurisé.
Le service financier ne pouvait pas obtenir les approbations budgétaires vitales parce que le gamin répondait simplement « on en reparle plus tard » à chaque email, comme si c'était une incantation magique qui faisait disparaître les responsabilités fiscales. Les achats étaient au point mort parce que Charlie avait rationalisé notre processus de vérification des fournisseurs en supprimant simplement les étapes où nous vérifions qu'un partenaire potentiel était une entreprise légitime et non une société écran gérée depuis un garage. Et moi, je maintenais simplement le navire à flot. Je passais les appels discrets. J'apaisais les esprits échauffés. Je travaillais le week-end, éteignant les incendies opérationnels qu'il avait allumés pendant la semaine avec ses innovations. Écoutez, j'ai 52 ans. Ma fille est en dernière année d'université et c'est une facture de 35 000 € par an qui ne s'arrête pas simplement parce que le nouveau patron est un idiot. Ma femme, Hélène, a supporté mes 15 années de longues heures et de dîners manqués parce qu'elle croyait, comme moi, que je construisais quelque chose de tangible, quelque chose qui assurerait notre avenir. Je n'allais pas laisser un gamin avec un diplôme prestigieux et un fonds en fiducie jeter tout ça par les fenêtres. Mais j'étais épuisé, lessivé. Pas seulement à cause du travail supplémentaire, mais à cause de l'expérience démoralisante de voir 15 ans de construction méticuleuse et soignée être démantelés par quelqu'un qui croyait sincèrement que le progrès signifiait raser tout ce qu'il avait précédé. Ce réseau logistique complexe qui nous a permis de réacheminer des expéditions et d'économiser des millions pendant les blocages des ports, je l'ai conçu sur un bloc-notes jaune. Ces solides relations avec les fournisseurs qui nous ont donné un accès prioritaire aux matériaux lorsque les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont rompues, je les ai bâtis avec des années de respect mutuel. Le plan de reprise après sinistre qui nous a permis de redémarrer en 4 heures lorsqu'une surtension a grillé notre serveur principal, je l'ai écrit un dimanche pendant que Charlie était probablement en train de bruncher, postant des citations inspirantes sur sa story Instagram. Alors, quand Éléonore Dubois d'Orion Global m'a contacté pour savoir si nous avions des cadres de continuité existants pour aider à la vérification préalable de l'acquisition, je n'ai même pas sourcillé. Je ne lui ai pas servi le baratin approuvé par l'entreprise. Je lui ai donné la vérité brute. C'était un seul document, protégé par un mot de passe, un manuel qui montrait comment innovation essentielle fonctionnait réellement. Pas comment les diaporamas de Charlie disaient qu'elle fonctionnait, les vrais systèmes. Les personnes indispensables qui savaient ce qu'elles faisaient, les partenariats avec les fournisseurs qui étaient le moteur de notre rentabilité. Je n'essayais pas d'être un héros ou même de sauver mon emploi. J'avais déjà commencé à peaufiner mon CV. Mais hors de question que je laisse le travail de ma vie être déformé et détruit par une incompétence pure et simple. La réponse d'Éléonore est arrivée en moins d'1 heure. C'est incroyablement instructif, Antoine. Puis-je partager cela avec Charlie? J'ai répondu, peut-être vaut-il mieux attendre un peu pour ça. Ce fut l'étincelle. Ce fut le moment où le sol s'est dérobé sous mes pieds. Soudain, j'ai commencé à être mis en copie de chaînes d'emails que je n'avais aucune raison de voir, des évaluations de risques internes des propres équipes de vérification d'Orion, des calendriers d'intégration détaillés qui mentionnaient mon nom spécifiquement comme point de contact pour les données opérationnelles, des prévisions de ressources humaines qui faisaient référence à la rétention du personnel opérationnel clé. Puis Éléonore m'a envoyé un message direct sur notre plateforme de chat sécurisée. « Antoine, quelle est votre évaluation personnelle du calendrier d'intégration des fournisseurs sous la structure de direction actuelle ?» Elle n'a pas demandé ce que Charlie en pensait. Elle me l'a demandé à moi, directement. Puis est venu le document juridique. Il est arrivé dans ma boîte mail personnelle à 23 h un mercredi. L'objet était vide. Le seul contenu était une pièce jointe nommée « Plan de personnel transition Keystone », brouillon interne. Je m'attendais au flot habituel de jargon juridique d'entreprise. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose qui a fait battre mon cœur un peu plus vite. Sous la section « Personnel clé, phase de transition », il y avait une ligne pour un « responsable de la continuité ». Le champ du nom était vide, un espace blanc attendant d'être rempli. J'ai sauvegardé cet email dans un dossier sur mon bureau que j'ai nommé de manière cryptique « Assurance », parce que je savais que certaines batailles d'entreprise ne se gagnent pas avec des disputes bruyantes dans les salles de conseil. Elles se gagnent avec des notes de bas de page discrètes et des clauses négligées dans des organigrammes que personne ne prend la peine de lire avant qu'il ne soit bien trop tard. Pendant ce temps, Charlie était en plein cosplay de PDG.
Il a fait venir son colocataire d'université, Kevin Dupont, comme nouveau directeur de l'innovation stratégique. Ce n'est pas un vrai poste, c'est le titre que vous donnez à votre copain quand vous voulez le mettre sur la liste de paix, mais que vous ne trouvez aucun travail réel à lui faire faire. Kevin est arrivé avec un bureau assis debout sophistiqué, une lampe circulaire professionnelle pour ses appels vidéo et un immense tableau blanc qu'il a immédiatement couvert de mots comme synergie, scalabilité et disruption. L'intégralité de son CV professionnel consistait à gérer le budget des soirées de sa fraternité. En quelques jours, les vrais dégâts ont commencé. L'ensemble de notre système de paiement des fournisseurs s'est bloqué. Kevin avait optimisé le flux d'approbation en supprimant 2 étapes de vérification. Des étapes qui n'étaient pas là pour des raisons d'efficacité. Elles étaient là parce qu'elles étaient exigées par les réglementations fédérales anti-fraude. Elles étaient, en bref, légalement requises. Le directeur financier de l'un de nos plus gros fournisseurs s'est rendu en personne à notre bureau et a menacé de faire reprendre par ses camions une cargaison de composants critiques directement sur le sol de notre usine. Ils attendaient depuis 3 semaines un paiement qui était désespérément perdu dans le système amélioré de Kevin. J'ai trouvé Charlie et Kevin dans la salle de pause, riant autour de barres protéinées, complètement inconscients que toute notre chaîne d'approvisionnement était sur le point de s'effondrer. Nous avons un problème catastrophique avec les paiements des fournisseurs, lui ai-je dit en gardant ma voix calme. Il a levé la main, m'interrompant au milieu de ma phrase. Antoine, peut-être que si vous vous concentriez moins sur les problèmes et plus sur les solutions, nous n'aurions pas cette conversation. Vous êtes aux opérations. Laissez les gars de la stratégie s'occuper de la vue d'ensemble. Juste les opérations. Comme si je n'avais pas négocié seul les contrats mêmes qui maintenaient nos marges saines. Comme si je n'avais pas déjà répondu à 5 appels frénétiques de fournisseurs en colère ce matin-là, pendant que Kevin ajustait probablement l'éclairage pour son prochain selfie de leadership éclairé. C'est à ce moment-là que je me suis tu. J'ai arrêté de parler en réunion. C'était facile, car je n'étais plus invité à la plupart d'entre elles. Charlie m'avait officiellement étiqueté comme résistant au changement et m'avait exclu de toutes les discussions stratégiques. Alors, j'ai arrêté de proposer des solutions. J'ai arrêté de me porter volontaire pour éteindre les incendies avant qu'ils ne deviennent des brasiers. J'ai juste regardé, j'ai tout documenté et je me suis préparé tranquillement à l'inévitable crash parce qu'un imbécile finit toujours par trébucher sur ses propres pieds. Le problème, c'est que cet imbécile-là menaçait d'entraîner toute mon entreprise, toute ma carrière, dans sa chute. 3 semaines après l'arrivée de Charlie, notre plus important partenariat logistique a implosé. Kevin avait manqué une date limite de renouvellement de contrats critiques, pas d'1 jour ou 2, de 3 semaines. L'accord qui sous-tendait tout notre réseau de distribution sur la côte Est avait tout simplement expiré parce qu'il supposait que le renouvellement automatique signifiait qu'il se renouvelait par magie sans intervention humaine ni paperasse. Notre partenaire logistique, une entreprise avec laquelle nous travaillions depuis une décennie, nous a donné un ultimatum, régler le problème en 48 heures ou notre compte serait relégué au bas de leur liste de priorités. Dans le monde de la logistique, c'est l'équivalent corporate de se faire dire que votre maison est en feu et que les pompiers viendront s'en occuper le mois prochain. L'équipe juridique d'Orion a signalé le problème presque instantanément. Ces gens n'étaient pas des imbéciles. Ils pouvaient voir les fondations opérationnelles de leur acquisition de plusieurs millions d'euros s'effondrer en temps réel. Notre propre directrice financière m'a appelé, la voix tremblante de panique. « Antoine, avons-nous des contacts logistiques de secours? N'importe lesquels ?» Bien sûr que j'en avais. J'avais constitué une liste complète de fournisseurs de secours des mois auparavant, sentant que ce désastre était imminent. Je la lui ai transmise discrètement. Je n'ai pas mis Charlie en copie. Je n'ai pas fait un grand spectacle pour sauver la situation. Je lui ai juste donné les outils dont elle avait besoin pour empêcher l'entreprise de s'effondrer complètement. Mais Orion a remarqué. C'est à ce moment-là qu'Éléonore m'a recontacté, personnellement. Pas par un canal officiel, juste un message direct. Ça va de votre côté? Juste pour prendre des nouvelles. 7 mots simples qui m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Si une vice-présidente senior de la société acquéreuse prenait de mes nouvelles personnellement, cela signifiait que mon silence stratégique criait maintenant plus fort que toute l'incompétence bruyante de Charlie. Cela signifiait que j'avais un levier que je n'avais même pas réalisé. J'ai répondu « Je tiens bon ». Mais vous devriez peut-être demander à votre équipe juridique de jeter un œil attentif au projet d'acquisition, page 14, paragraphe 3, sous-section E. Je n'ai pas expliqué ce qu'il disait, je n'en avais pas besoin.
Parce que cette sous-section était la partie que personne ne lit jamais. C'étaient les petits caractères juridiques, enfouis au plus profond de 70 pages de texte standard, qui stipulaient que toutes les décisions de personnel relatives au personnel opérationnel clé devaient être ratifiées par quelqu'un occupant un poste appelé responsable de la continuité. Et à ma connaissance, ce poste était toujours vacant. La première réunion d'information non officielle a eu lieu parce que je me suis dit être un accident. Nous étions censés être en réunion avec l'équipe d'intégration d'Orion pour examiner les inventaires d'actifs, une vérification préalable standard. Mais Charlie souffrait de ce qu'il appelait une fatigue de la délégation. Alors, il m'a simplement transféré l'invitation à la réunion sans même lire l'ordre du jour. Marc Fournier, l'un des vice-présidents seniors d'Orion, a posé une question simple sur nos indicateurs de performance des fournisseurs au cours des 3 derniers exercices fiscaux. Une question de base pour quiconque avait réellement dirigé les opérations. Charlie l'a juste regardé fixement, l'air absent, comme si on lui avait demandé de réciter le tableau périodique en mandarin. J'ai laissé le silence planer dans l'air un instant. Puis, j'ai pris la parole. Vous trouverez ces indicateurs dans l'onglet 2 du tableau de bord des opérations que j'ai envoyé la semaine dernière. Les lignes 42 à 68 incluent les données de récupération pour tout problème de livraison en fin de cycle. Il y a eu un silence de mort qui a duré environ 5 secondes. Puis Marc a dit « Parfait. Merci Antoine. » Après l'appel, un message est apparu du bureau d'intégration d'Orion. « Auriez-vous le temps pour un appel rapide et informel sur la continuité opérationnelle ?» J'y ai réfléchi pendant 30 secondes. Je n'allais pas violer les accords de non-divulgation ou mettre le feu à l'entreprise juste pour gagner à la politique de bureau. Mais je n'allais pas non plus rester les bras croisés et regarder 15 ans de ma vie professionnelle être réduits en cendres par un enfant jouant au PDG. Un appel, 15 minutes, maintenu hors du calendrier officiel. Cet unique appel s'est transformé en 3 autres à la fin de la semaine. Je n'ai jamais donné mon opinion. Je n'ai jamais dit de mal de Charlie ou de Kevin. J'ai juste répondu à leurs questions avec des données. Avez-vous des évaluations des risques post-acquisition ? Oui, je les ai élaborées le trimestre dernier. Les voici. Des inquiétudes concernant la migration du logiciel de conformité ? Oui, voici la piste d'audit complète montrant les points de défaillance potentiels. Une indication que la direction actuelle n'est pas alignée sur les livrables du T4 ? Pour celle-là, j'ai simplement joint 2 documents stratégiques contradictoires, un méticuleusement préparé par notre équipe financière et un qui semblait avoir été gribouillé sur une serviette en papier par Charlie pendant un rêve fiévreux. Je n'ai jamais eu à dire « je vous l'avais bien dit ». La documentation parlait d'elle-même. Au 3e appel, le ton avait complètement changé. Marc a fait venir Éléonore, puis Éléonore a fait venir un autre cadre. Puis leur conseiller juridique principal s'est joint à eux. Ils ont cessé d'appeler cela une conversation informelle et ont commencé à l'appeler une revue de transition. C'est à ce moment-là qu'Éléonore a posé la question qui a tout changé. Antoine, si vous pouviez définir le rôle idéal pour vous-même après l'acquisition pour assurer une continuité opérationnelle totale, à quoi cela ressemblerait-il ? Je n'ai même pas eu à y réfléchir. Directeur des opérations par intérim pour les opérations de transition. Pas permanent, pas glamour, juste honnête. Je ne voulais pas d'un titre ronflant ou d'un bureau d'angle. Je voulais le commandement du pont assez longtemps pour diriger le navire à travers la tempête que je savais imminente. Éléonore a hoché lentement la tête et a tapé quelque chose sur son ordinateur portable que je ne pouvais pas voir. 2 jours plus tard, un avocat d'Orion m'a envoyé un document intitulé « Notes sur le personnel de transition, revue interne uniquement ». Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois, juste pour être sûr. Mon nom était là, dans la case du responsable de la continuité. Et à côté, il y avait une petite case à cocher. Elle était cochée. Pendant ce temps, Charlie était occupé à organiser des vendredis de l'innovation avec des poufs et du kombucha à volonté. Il a demandé à l'équipe financière pourquoi le flux de trésorerie ne pouvait pas simplement signifier vendre plus de choses. Il a suggéré que nous disrupions nos protocoles de conformité fédérale parce qu'ils ralentissaient notre vélocité. Il n'avait aucune idée des appels secrets, aucune idée des documents qui circulaient. Il était complètement inconscient du fait que l'accord d'acquisition qu'il avait signé en toute confiance contenait une disposition qui était sur le point de faire exploser toute sa carrière. Le point de rupture final est arrivé un mardi matin.
Charlie a publié une annonce à l'échelle de l'entreprise sur notre système de messagerie interne. Énorme victoire, l'équipe. Nous avons migré avec succès tous les flux de travail de conformité vers une nouvelle solution d'intelligence artificielle basée sur le cloud. Plus rapide, moins cher, meilleur. J'ai dû le lire 3 fois pour croire qu'il avait réellement écrit qu'il avait unilatéralement migré les systèmes qui géraient toute la documentation juridique et financière pour une acquisition de 750 millions d'euros. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt dans l'heure qui a suivi. Le service juridique ne pouvait accéder à aucune base de données de contrat. La gestion des fournisseurs était bloquée de tous les flux d'approbation. Les achats étaient coincés dans une boucle sans fin avec un chatbot du service client qui répondait à chaque requête par « J'apprends encore, merci de votre patience ». 5 de nos fournisseurs les plus critiques étaient complètement gelés dans le nouveau système. Pas de documentation fiscale, pas de vérification des antécédents, pas d'autorisation de paiement. L'un d'eux a formellement menacé d'impliquer son conseil juridique si nous ne pouvions pas résoudre le problème avant la fin de la journée. J'ai trouvé Charlie dans la salle de pause en train d'animer quelque chose qu'il appelait un « mardi de la transformation ». Il sirotait de l'eau infusée au concombre et dessinait des organigrammes insensés sur du papier craft pendant que l'entreprise qu'il était censé diriger brûlait autour de lui. « Nous avons une défaillance critique », lui ai-je dit sans détour. « La migration de conformité que vous avez ordonnée a tout cassé. » Il a levé les yeux de son dessin et m'a adressé un sourire condescendant. « Léger contretemps, Antoine. Juste des douleurs de croissance. » Le commercial m'a assuré que leur plateforme d'intelligence artificielle est conçue pour s'adapter aux besoins de l'organisation. Leur IA ne dépose pas de rapport à l'AMF, Charlie. Il m'a juste regardé, perplexe, comme si je venais d'inventer le terme AMF sur le champ. Éléonore Dorion était en appel vidéo d'urgence dans les 2 heures. Elle n'a pas haussé la voix, elle n'avait même pas l'air en colère. Elle a juste posé une question simple. Qui a autorisé cette migration de système ? Charlie a ouvert la bouche pour commencer à inventer une histoire, mais je l'ai interrompu. « Je vais vous envoyer une analyse complète », ai-je dit, en regardant directement Éléonore à travers la caméra. Journaux de décision, chaîne d'approbation, documentation du calendrier. J'avais tout. Des captures d'écran des conversations où Charlie disait à Kevin de simplement arracher le pansement d'un coup. Des fils d'emails où les chefs de département avaient supplié pour avoir plus de temps pour tester le nouveau système. Des notes de réunion où j'avais spécifiquement mis en garde contre les risques catastrophiques pour la conformité. J'ai tout regroupé dans un paquet net et ordonné et je l'ai envoyé directement à Éléonore. Horodaté, documenté et irréfutable. Bien sûr, Charlie a essayé de noyer le poisson. Il a dit à l'équipe d'Orion que j'avais été résistant à l'innovation, que j'avais intentionnellement créé des lacunes dans l'ancien système et qu'il était simplement en train de préparer nos opérations pour l'avenir, pendant que j'étais trop coincé dans le passé pour m'adapter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais également documenté ces conversations. Quand Éléonore a reçu mon 2e paquet d'emails, sa seule réponse fut un seul mot. Reçu. Après cela, 2 jours de silence radio. Puis, quelque chose d'intéressant s'est produit. Je n'étais pas officiellement invité à la réunion de planification de l'intégration interne d'Orion. Mais lorsque les notes de la réunion ont été distribuées, mon nom figurait sur presque chaque point d'action. Évaluation de l'impact sur les fournisseurs, Antoine Fay doit fournir le calendrier. Feuille de route pour la restauration du système, Antoine V doit diriger l'analyse. Examen de la conformité, se référer à la documentation d'audit d'Antoine. Le nom de Charlie n'était mentionné nulle part. C'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait plus de nettoyer ses dégâts. Il n'était plus seulement incompétent, il était un passif, une menace directe et vérifiable pour l'accord que j'avais passé 15 ans de ma vie à aider à construire. Alors, j'ai arrêté d'essayer de travailler avec lui. J'ai arrêté d'expliquer pourquoi ses idées à moitié cuites échoueraient. J'ai arrêté de le prévenir des icebergs droit devant. J'ai juste commencé à me préparer pour la fin de partie. Le contrat est resté dans ma boîte de réception personnelle pendant 2 semaines. L'objet était « Innovations essentielles, accord sur le personnel de transition, version finale ». Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Pas parce que j'étais nerveux à propos de son contenu, parce que je savais déjà ce qu'il ne contenait pas, la prise de conscience de Charlie. Il n'a jamais mentionné avoir reçu un tel document.
Il a probablement supposé que c'était juste plus de paperasse juridique à gérer par les avocats. Il n'a pas compris que les mots les plus puissants dans le monde de l'entreprise ne sont pas ceux criés dans les salles de conseil. Ce sont ceux tranquillement enfouis au paragraphe 3E à la page 14, la page que personne ne prend jamais la peine de lire. Le matin où je l'ai finalement ouvert, un autre fournisseur venait de porter un gel de paiement devant son service juridique. Kevin avait envoyé un email à toute l'entreprise blâmant le fardeau des anciens flux de travail pour les problèmes opérationnels persistants. Et Charlie était dans son bureau, répétant une présentation sur la création de valeur synergique. Je me suis assis avec une tasse de café qui avait un goût de plastique brûlé et j'ai cliqué sur le fichier. C'était 73 pages de langage juridique dense, de graphiques, de listes de contrôle de conformité et de lignes de signature, de la paperasse d'acquisition standard. J'ai parcouru la plupart, mes yeux cherchant ce que je savais être là. Page 14. Paragraphe 3E. Toutes les décisions de personnel relatives au personnel opérationnel de la phase de transition doivent recevoir l'approbation finale du responsable de la continuité désigné, dont l'autorité ne peut être outrepassée par des dirigeants temporaires ou par intérim non ratifié par le conseil d'administration de la société acquéreuse. Et puis, une ligne de plus en dessous. Responsable de la continuité, Antoine Vidal. J'ai juste fixé mon nom. Là, noir sur blanc, comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit. Ils avaient enterré une bombe nucléaire tactique au milieu du contrat. Charlie l'avait signé, pensant que c'était une simple formalité. Il avait légalement autorisé un document qui me donnait plus d'autorité opérationnelle directe qu'il n'en possédait lui-même. Orion l'avait fait délibérément, discrètement et de manière totalement légale. Je n'avais même pas eu à le demander. J'ai transféré le fichier à mon email personnel avec pour objet échec et mat. Et je suis passé devant le bureau de Charlie. Il était là à faire défiler des vidéos TikTok sur le leadership tout en mangeant une salade de chou kale qui coûtait probablement plus cher que mon budget déjeuner pour toute la semaine. Il n'a même pas levé les yeux. J'ai continué à marcher, parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. Il pensait être en charge de la transition. Mais j'étais la transition. Le matin, avant la réunion finale d'acquisition, Charlie a envoyé un autre email à toute l'entreprise. L'objet était « L'avenir commence demain. Innovation essentielle rejoint Orion ». C'était 5 paragraphes de pur baratin sur les synergies transformationnelles et l'excellence opérationnelle de niveau supérieur. Il remerciait tout le monde pour leur résilience et adaptabilité durant ce voyage passionnant. J'ai lu les mots « excellence opérationnelle » et j'ai failli m'étouffer avec mon café. C'était un homme qui m'avait demandé la semaine dernière si la marge brute signifiait que nous étions impolis avec nos clients. Ce soir-là, j'ai reçu un message que je n'attendais pas. Il était court, direct et venait de David Garnier lui-même, le PDG d'Orion Global. Apportez vos cartes de visite demain. 5 mots qui ont eu l'effet d'un coup de poing à l'estomac, mais dans le bon sens. Parce qu'un homme comme David Garnier ne perd pas de temps en bavardage. S'il me disait d'apporter des cartes, cela signifiait qu'il savait déjà exactement comment la journée du lendemain allait se dérouler. J'ai répondu « compris ». Puis je suis rentré chez moi et j'ai dit à Hélène que nous aurions peut-être une raison d'ouvrir cette bonne bouteille de vin demain soir. Je ne pouvais pas encore lui dire pourquoi, mais après 15 ans de projets annulés et de week-ends de travail, je me suis dit qu'elle méritait un petit avertissement que les choses allaient enfin changer. La réunion finale était prévue à 10 heures dans la salle de conférence principale. C'était du pur théâtre d'entreprise, une table en acajou qui coûtait probablement plus cher que la première année d'université de ma fille. Des fauteuils en cuir rembourrés qui soupiraient à chaque mouvement. Une baie vitrée panoramique donnant sur le même parking où je me garais à 7 heures du matin depuis 15 ans. Toute l'équipe de direction d'Orion était là. David Garnier était assis en bout de table, un homme à l'expression calme et impénétrable de quelqu'un qui avait vu toutes les manœuvres de pouvoir jamais inventées. Éléonore et Marc le flanquaient comme des lieutenants loyaux. Leur conseiller juridique était assis en silence avec un dossier assez épais pour arrêter une balle. De notre côté, il y avait Charlie, Kevin, notre directrice des ressources humaines à l'air terrifié, et moi, assis sur une chaise dans un coin comme un meuble oublié. Charlie s'était habillé pour ce qu'il pensait être son couronnement. Costume neuf, coupe de cheveux impeccable et assez d'eau de Cologne pour être détecté depuis l'orbite. Il avait même apporté une présentation PowerPoint, prête sur son ordinateur portable. La première diapositive disait « Innovations essentielles 2.0, rationalisées, synchronisées, supérieures ». J'aimerais sincèrement inventer cela.
Garnier a ouvert la réunion avec la brièveté sans fioriture à laquelle je m'attendais. Passons en revue le calendrier final de la transition et les affectations du personnel clé. Charlie a immédiatement sauté sur l'occasion, rebondissant presque sur son siège comme un animateur de jeu télévisé. Absolument, David. Nous sommes excités, nous sommes alignés et nous sommes prêts à démarrer sur les chapeaux de roue. Cette acquisition représente la prochaine évolution d'innovations essentielles. Nous allons être plus légers, plus intelligents et plus agiles que jamais. Il a cliqué sur sa deuxième diapositive. C'était un nouvel organigramme. Son nom était dans une grande boîte tout en haut, avec des flèches pointant vers tous les autres, y compris une petite boîte sur le côté intitulée « Personnel sortant ». Mon nom y figurait. Je tiens à remercier personnellement tous ceux qui nous ont aidés à atteindre ce moment crucial, a-t-il poursuivi en faisant un vague geste vers la salle, y compris Antoine Vidal, qui quittera ses fonctions au cours des 2 prochaines semaines pour faire place à notre nouvelle structure opérationnelle plus dynamique. Et voilà, dit avec un geste dédaigneux, comme s'il me faisait une faveur, comme si je devais me lever et le remercier pour le privilège d'être exécuté publiquement devant les 6 cadres de notre nouvelle société mère. Personne n'a bougé, personne n'a parlé, l'air dans la pièce est devenu lourd. J'ai mis la main dans la poche de ma veste, mes doigts se refermant sur une seule carte de visite impeccable, carton noir mat. Police de caractère blanche, nette et professionnelle. Antoine Vidal, directeur des opérations par intérim, opération de transition Orion Global. Je l'ai fait glisser sur la table polie en direction de David Garnier sans dire un mot. Il l'a ramassé, il l'a lu. Et puis est venu un son que je n'oublierai jamais de ma vie, un rire. Pas un petit rire, pas un rire méchant. C'était un rire profond, authentique, ravi. Le son d'un homme à qui on venait de donner la chute parfaite d'une blague qu'il attendait d'entendre depuis des mois. Le sourire en plastique de Charlie a vacillé. Quelque chose de drôle, David? Garnier ne lui a pas répondu. Il a juste passé ma carte à Éléonore, qui l'a lue et a affiché un sourire qui était un pur triomphe sans mélange. Puis Marc a ouvert son dossier, lentement, délibérément. Il a tourné directement à une page marquée d'un post-it jaune, page 14. On pouvait entendre la chaise de Kevin grincer alors qu'il se tortillait mal à l'aise. Notre directrice des ressources humaines est soudainement devenue intensément fascinée par le motif de ses propres ongles. Charlie a tenté de reprendre le contrôle, sa voix un peu trop forte. Je pense qu'il y a peut-être une confusion ici. Antoine ne représente pas Orion. Il est juste là pour fournir un contexte opérationnel pendant la passation. Éléonore a finalement parlé, sa voix aussi calme et tranchante qu'un scalpel de chirurgien. En fait, monsieur de Saint-Clair, Antoine représente la direction de la transition pour l'intégration opérationnelle d'innovation essentielle. Cette autorité a été établie dans l'accord sur le personnel que vous avez signé il y a 3 semaines. Le visage de Charlie est devenu blanc. Ce n'est pas possible, c'est juridiquement impossible. Garnier a fait glisser le contrat signé sur la table, l'arrêtant juste devant Charlie. Page 14. Paragraphe 3E. Antoine Vidal, responsable de la continuité désignée. Autorité finale sur toutes les décisions de personnel relatives au personnel opérationnel pendant la période de transition. Charlie a fixé le document comme s'il était écrit en runes anciennes, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Il était écrit dans la langue étrangère de lire réellement les choses que l'on signe. Cela n'a jamais été discuté. Il n'a jamais été censé avoir ce genre d'autorité. Il s'est repris, mais il était trop tard. Garnier s'est penché en arrière dans son fauteuil, un homme s'installant pour regarder un film qu'il avait déjà vu et adoré. Votre signature est juste là, à la page 73, monsieur de Saint-Clair. Juste en dessous de la clause qui accorde à monsieur Vidal le plein contrôle opérationnel pour les 90 prochains jours. La pièce est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement du système de climatisation. La bouche de Charlie s'est ouverte et fermée, comme un poisson essayant désespérément de comprendre l'air. Ses mains planaient au-dessus de la table, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher qui n'était tout simplement pas là. Mais il me rendait compte. Il est aux opérations. Je suis la direction exécutive. Garnier a souri, de la manière dont un grand maître sourit lorsqu'il met son adversaire en échec et mate. Plus maintenant. Garnier s'est éclairci la gorge et a lu directement le contrat, sa voix lente et délibérée, comme un juge rendant un verdict.
Toutes les décisions de personnel et opérationnelles de la transition relèvent de l'autorité finale du responsable de la continuité désigné Antoine Vidal. Tout changement de personnel unilatéral effectué par des dirigeants par intérim non approuvés par le conseil d'administration est considéré comme nul et non avenu. Charlie ne s'est pas assis. Il n'est pas sorti en trombe. Il est juste resté là, figé, comme si quelqu'un avait débranché sa prise. Kevin, le directeur de l'innovation stratégique, a chuchoté quelque chose dans son téléphone et s'est discrètement éclipsé de la pièce. Un geste intelligent. Les rats sont toujours les premiers à savoir quand le navire coule. Notre directrice des RH étudiait maintenant le grain du bois de la table de conférence comme si c'était la chose la plus fascinante qu'elle ait jamais vue. « Il doit y avoir une erreur », a finalement dit Charlie, sa voix se brisant sur le mot « erreur ». Cela n'a jamais été discuté. Je n'ai pas autorisé Antoine à avoir une quelconque autorité exécutive. Éléonore a de nouveau pris la parole, son regard fixé sur lui. Votre signature dit le contraire, monsieur de Saint-Clair. Page 73, juste à côté de la nomination d'Antoine en tant que responsable de la continuité. Garnier a physiquement retourné le contrat pour que Charlie puisse voir sa propre signature, encre noire et grasse sur papier blanc et impeccable, juste en dessous du paragraphe qui venait de pulvériser sa carrière d'entreprise. Je n'ai jamais lu, je veux dire, notre équipe juridique a dit que c'était juste de la paperasse de transition standard. Du texte passe-partout. C'était standard, a dit froidement Garnier. Standard pour une acquisition où la direction par intérim est jugée manquer d'expérience opérationnelle suffisante. Cette phrase est restée en suspens dans l'air pendant 10 longues secondes. Le genre de silence qui pèse lourd, comme si tout le monde dans la pièce avait oublié comment respirer. Charlie a fait une dernière tentative, désespérée. Mais Antoine me rendait compte. Il me rendait compte depuis des mois. Je suis le dirigeant en charge de cette transition. Garnier n'a pas haussé la voix. Il n'a même pas changé d'expression. Il s'est simplement penché en arrière dans son fauteuil, un homme faisant un dernier mouvement décisif sur l'échiquier. À propos de cette transition, Charlie, nous apportons également quelques ajustements à votre rôle. Marc a sorti un autre dossier. Celui-ci était sinistrement mince. Juste une seule page. Avec effet immédiat, vous serez réaffecté à un poste de gestion des installations dans notre centre de distribution près de Châteauroux. Équipe de nuit. Nous pensons que vous pourriez bénéficier d'une expérience dans la coordination des horaires de chariots élévateurs et des rotations des quais de chargement. Le silence dans la pièce est devenu absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. La bouche de Charlie s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais aucun son n'est sorti. Châteauroux, a-t-il finalement réussi à murmurer. C'est un hub logistique fantastique, a dit Garnier sur un ton agréable. Une excellente opportunité d'apprendre les opérations de terrain. Un travail très formateur pour le caractère. Équipe de nuit ? De 19h à 7h, du jeudi au lundi. Il fait assez froid à Châteauroux en hiver, alors vous voudrez investir dans un bon manteau. J'ai regardé le visage de Charlie passer par environ 5 émotions différentes en 5 secondes. Confusion, incrédulité, panique, rage, puis, finalement, une confusion vide. Vous ne pouvez pas être sérieux. Éléonore a fait glisser une seule feuille de papier sur la table. Votre nouvelle lettre d'affectation. Même échelon de salaire, juste des responsabilités différentes. Orion valorise l'expérience opérationnelle pratique à tous les niveaux de l'entreprise. Même échelon de salaire, c'était la dernière et élégante torsion du couteau. Il ne le renvoyait pas, il le réaffectait, lui donnant exactement le genre de rôle qu'il pensait clairement que je méritais. Charlie a ramassé le morceau de papier comme s'il était radioactif. Il l'a lu 2 fois, ses mains tremblant légèrement. C'est « Vous ne pouvez pas simplement me réaffecter à un travail manuel. J'ai un MBA. J'ai dirigé cette entreprise. » L'expression de Garnier est restée inchangée. Et Antoine l'a construit depuis 15 ans. Nous avons tendance à préférer l'expérience au diplôme. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai même pas souri. Je suis juste resté assis là et j'ai regardé 15 ans de travail acharné, d'arrivée précoce et de départ tardif, être validé par les seules personnes dont l'opinion comptait vraiment. Marc m'a tendu une épaisse enveloppe couleur crème, en tête d'Orion.
À l'intérieur se trouvait ma lettre de nomination officielle. Directeur des opérations par intérim, opération de transition, contrat de 90 jours avec un examen automatique pour un poste permanent. Une augmentation de salaire qui non seulement couvrirait les frais de scolarité de ma fille, mais permettrait aussi à Hélène et moi de respirer pour la première fois depuis des années. Et un nouveau badge d'identification d'Orion Global. Antoine Vidal, directeur des opérations par intérim. Je l'ai accroché à la poche de ma veste. Le doux clic du plastique a semblé résonner dans la pièce silencieuse. « Merci », ai-je dit, les premiers mots que j'avais prononcés depuis le début de tout cela. J'ai hâte de commencer. Je me suis levé et j'ai serré la main de Garnier, d'Éléonore et de Marc. C'était professionnel, courtois. Juste un autre jour au bureau. Alors que je me tournais pour partir, j'ai entendu la voix de Charlie une dernière fois, douce et brisée. « Antoine, attendez. Vous saviez tout ça depuis le début, n'est-ce pas ?» Je me suis retourné vers lui. Le gamin était toujours debout là, tenant sa lettre de réaffectation comme si c'était une condamnation à mort. « Je savais que vous étiez complètement dépassé, Charlie, » ai-je dit, d'une voix égale. « J'ai essayé de vous aider, vous m'avez dit de rester à ma place. Mais vous avez planifié ça, vous m'avez piégé. J'ai réfléchi à cela un instant. Non, Charlie, j'ai juste fait mon travail. Vous avez signé un contrat sans le lire. Moi, je lis tout. C'est la différence entre nous. » Il avait l'air de vouloir en dire plus. Peut-être pour argumenter, peut-être pour s'excuser pour les 2 mois qu'il avait passés à me traiter, moi et le travail de ma vie, comme une pièce d'équipement obsolète. Au lieu de cela, il est juste resté là, dégonflé, alors que la nouvelle équipe de direction sortait de la pièce. J'étais presque à la porte quand je l'ai entendu une dernière fois, un murmure pathétique. « Châteauroux ?» Je ne me suis pas retourné. Il paraît que la viande y est excellente. Et c'était tout. 15 ans à construire quelque chose de réel. 2 mois à regarder un imbécile essayer de le démolir. Et une simple carte de visite qui a changé toute la donne. Je suis retourné à mon bureau, mon ancien bureau, et j'ai commencé à faire une liste de tout ce qui devait être réparé. Des relations avec les fournisseurs à rétablir. Des systèmes de conformité à restaurer. Des procédures opérationnelles à documenter pour la nouvelle équipe. Du vrai travail. Le genre de travail ingrat et axé sur les détails qui fait tourner les entreprises et maintient les gens employés. Le travail que j'avais fait depuis le début. 3 heures plus tard, Hélène a appelé pour demander comment s'était passée la réunion. « Bien », lui ai-je dit, un vrai sourire s'étalant sur mon visage. « Vraiment bien. Que dirais-tu d'un dîner dans ce restaurant de viande chère ce soir ? On peut se le permettre ?» a-t-elle demandé, sa voix prudente. J'ai baissé les yeux sur le nouveau badge Orion accroché à ma veste. « Ouais », ai-je dit, « on peut se le permettre. » Ce soir-là, alors que Hélène et moi partagions une bouteille de vin qui ne venait pas du rayon du bas, mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'un numéro inconnu. « C'est Charlie. Je commence à Châteauroux la semaine prochaine, je crois. Je crois que je commence à comprendre ce que vous essayez de me dire. » J'ai montré le message à Hélène. Elle l'a lu, puis m'a regardé. « Tu vas répondre ?» J'y ai réfléchi. Le gamin avait 26 ans. Il venait d'apprendre la leçon la plus brutale et la plus précieuse du monde des affaires. L'autorité sans la compétence n'est qu'un bruit temporaire. J'ai tapé en retour « Bonne chance. Garde la tête basse et apprends les vraies opérations depuis la base. Tu pourrais te surprendre toi-même. » Il a répondu presque immédiatement. « Merci. » Ce fut la dernière fois que j'entendis parler de Charles-Édouard de Saint-Clair. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'Éléonore Dubois. Le conseil d'administration d'Orion voulait rendre mon poste par intérim permanent, rôle de directeur des opérations à part entière, des stock options, la totale. J'ai dit oui. Parfois, le système fonctionne réellement. Parfois, l'expérience l'emporte vraiment sur les relations et la compétence gagne contre la politique. Parfois, le gars qui sait vraiment comment faire fonctionner la machine se voit confier les clés. La marine m'a appris que la vraie victoire ne réside pas dans la gloire. Elle consiste à mener la mission à son terme. Et ma mission, depuis le début, était juste de maintenir les lumières allumées pendant que tout le monde était occupé à déterminer qui était vraiment aux commandes. Il s'est avéré que c'était moi. Il fallait juste attendre qu'ils lisent les petits caractères. Fin de l'histoire.